Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde. Ça change le paysage dans la mesure où ce sont souvent de grands bâtiments et de grands équipements. Et donc, c'est un matériau qui est très visible. Le béton, c'est un des seuls matériaux de construction qu'on peut fabriquer à peu près partout sur la planète. Partie intégrante de notre vie quotidienne, on retrouve le béton aussi bien dans les habitations individuelles ou collectives que dans les locaux industriels en passant par de nombreux ouvrages du génie civil. Parfois trop au goût de certains. Ça passe pas très bien. Ça reste encore assez mal aimé. Mais incontournable pour d'autres. Moi, je crois que le béton est la solution pour énormément de problèmes environnementaux. La raison est fort simple. On est loin du 2 pelletés de sable puis 1 pelleté de ciment. Aujourd'hui, on parle de produits innovants où on a passé souvent des 5 à 10 ans de recherche pour en venir à un béton ultra performant. Alors que nos structures de béton grises et sans éclat sont aujourd'hui à la limite de leur vie utile, la question se pose. Le béton est-il encore le matériau de l'avenir? Et a-t-il pris les moyens pour le demeurer? La centrale de béton de l'usine Lafarge à Ville-Saint-Laurent est la plus moderne au Québec. On y fabrique du BPE, du béton prêt à l'emploi, jour et nuit. Pour Lafarge, l'usine à Ville-Saint-Laurent, c'est une des plus grosses au Québec. On parle d'une production d'environ 1000 m3 ou l'équivalent de 500 salages de maisons moyennes. Lafarge possède 17 usines au Québec, dont 3 à Montréal. Ici, à l'usine de Ville-Saint-Laurent, on peut fabriquer jusqu'à 300 types de béton. À la base, c'est des granulats, des sables, des différents types de ciment, de l'eau. Après vient tout le reste des fabrications de béton innovant, environnemental, où là, il est ajouté adjuvants, couleurs ou autres produits chimiques qui donnent des performances différentes à chacun des types de béton. Tous les dosages sont réalisés à partir d'une centrale informatisée. Les recettes doivent être précises et respectées à la lettre. Chaque chargement de béton, tout est pesé au kilo près, assisté par informatique, par des opérateurs d'usine. Le tout est mélangé pour atteindre une uniformité du mélange. C'est chargé dans les camions, dans les bétonnières, puis acheminé au chantier par la suite. Et les bétonnières se succèdent à un rythme d'enfer. Du moment où tous les constituants de chaque mélange de béton sont pesés au kilo près, mélangés uniformément jusque dans la bétonnière, prêt à l'envoi vers le chantier, ça peut prendre de 1 à 3 minutes, dépendamment du type de mélange fabriqué. On estime que plus de 7 milliards de mètres cubes de béton sont coulés chaque année dans le monde, soit plus d'1 mètre cube par personne. Seulement au Québec, l'industrie du ciment, du béton prêt à l'emploi et des produits de béton cumule un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de dollars. Parce que le béton, je vous dirais, au cours des 30 dernières années, c'est un matériau qui a beaucoup misé sur l'innovation technologique. Au début des années 80, le béton qu'on fabriquait couramment là, sur le marché avait une résistance à la compression qui était relativement limitée. Puis, le progrès technologique, l'innovation ont permis de pratiquement tripler les performances du béton au niveau de ses propriétés mécaniques, puis également au niveau de sa durabilité. Donc ça a favorisé beaucoup l'utilisation du matériau pour toutes sortes d'applications, mais ce qui a notamment marqué l'utilisation du béton au cours des 20 dernières années, c'est son utilisation dans la construction de l'édifice en hauteur. Ça, c'est un marché qui était auparavant entièrement contrôlé par l'acier. Tranquillement, le béton est venu prendre des parts de marché de plus en plus importantes. En fait, le béton va être utilisé parce qu'il a des qualités que les autres matériaux n'ont pas.
On ne peut pas dire que le béton a déclassé nécessairement les autres matériaux. L'acier va continuer à être utilisé abondamment, notamment aux États-Unis. C'est un matériau qui est toujours très, très utilisé. Évidemment, on peut faire des choses en béton qu'on ne pourrait pas faire avec le bois. Donc, c'est beaucoup plus par ses avantages que le béton va se positionner sur le domaine de la construction, essentiellement parce qu'il est de meilleure qualité que les autres matériaux. Le Québec moderne a pris un essor incroyable dans les années 60. Autoroutes, voies rapides, gratte-ciel, polyvalentes, etc. C'était le boom économique d'un Québec ouvert sur le monde. Tout était à construire. La grande phase d'utilisation du béton au Québec, ça va être les années 1960-1970. Effectivement, ça correspond à une période de modernisation du Québec, modernisation des institutions, transformation des modes de vie, transformation des ménages. La démographie est évidemment pas ce qu'elle était auparavant. Donc, le béton apparaît à un moment où il y a une demande d'équipement, d'infrastructure qui est considérable. Montréal. L'échangeur Turcot. Cette superstructure de béton fut construite au milieu des années 1960. Sa construction a nécessité 200 000 verges cubes de béton et plus de 20 000 tonnes d'acier. Les diverses bretelles le composant totalisent près de 7,7 km de béton. Je pense que quand on parle de l'échangeur Turcot, il faut faire la distinction entre le rôle qu'il joue et ses qualités plastiques. Du point de vue du design, il est fort intéressant. Le rôle qu'il joue en ayant permis notamment une invasion massive de l'espace urbain par l'automobile, là, évidemment, on peut questionner sa pertinence. Évidemment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas le béton par définition, donc peu importe comment on l'utilise. Mais quand on le regarde comme objet, en isolé, en oubliant un peu la fonction qu'il joue, on peut lui reconnaître certaines qualités. Si on avait à refaire l'échangeur de Turcot, je pense qu'on miserait beaucoup sur les connaissances qui ont été développées au cours des 30 dernières années. Espérons qu'on va faire probablement une structure qui va être beaucoup plus facile à inspecter, une structure qui va être beaucoup plus facile à entretenir, une structure qui va miser sur l'utilisation de matériaux beaucoup plus durables, puis une structure aussi où la conception va vraiment être articulée non seulement autour de la sécurité d'ouvrage, mais qui va aussi miser sur la réduction des points faibles dans la structure au niveau de la durabilité. Minimiser les endroits où on peut avoir des accumulations d'eau, accumulation de sel de fondant, qui sont des paramètres qui viennent influencer beaucoup la durabilité du béton. Aujourd'hui, l'échangeur Turcot est en phase terminale. Il doit être remplacé. C'est maintenant la structure la plus surveillée au Québec. Quand on a construit l'échangeur Turcot, les ingénieurs à l'époque étaient très préoccupés par la sécurité d'ouvrage. Ce qu'ils voulaient, c'est que les ouvrages transmettent les charges correctement. Les questions de durée de vie des structures, c'était pas des sujets de préoccupation. Il a mal vieilli, principalement parce qu'il est soumis à des agents agressants importants, l'eau salée. On en met du sel sur les ponts du Québec, c'est épouvantable. Et c'est des poutres caissons qui étaient mal drainées. Donc, humidité et à l'intérieur et à l'extérieur, gel, dégel. Évidemment, ça fait éclater. On voit les barres d'acier qui étaient trop proches dans bien des cas. Moi, c'est le défaut le plus courant
Et c'est ce qu'on devrait toujours éviter. En fait, les problèmes de l'échangeur turco sont des problèmes qui sont très répandus parmi les constructions en béton, que ce soit des bâtiments, des ouvrages d'art, des ouvrages plus techniques. Il faut comprendre d'une part que c'est un matériau qui est en évolution constante, c'est-à-dire qu'on maîtrise beaucoup mieux aujourd'hui la fabrication du béton, la mise en place du béton qu'on ne le faisait dans les années 60 ou qu'on le faisait encore pire dans les années 1910-1920. Fort possible que si on avait à refaire une structure comme l'échangeur turco, on va spécifier une durée de vie pour l'ouvrage. On le fait maintenant partout en Amérique du Nord. Mais d'autres exemples de bons coups vont redorer l'image du béton au Québec. Durant les années 1960, période d'effervescence économique au Québec, la province est aussi dotée d'un nouveau réseau d'infrastructures routières et architecturales inégalé depuis. Là aussi, le béton coulait à flot. On l'utilise dans les ouvrages d'art, les barrages, les ponts, les viaducs. On l'utilise dans les aménagements extérieurs. Ça, c'est relativement récent. On en a un exemple ici avec l'esplanade du Parc olympique. Et on va l'utiliser, évidemment, beaucoup dans les bâtiments, toutes catégories confondues, aussi bien dans le résidentiel que dans l'institutionnel, l'industriel ou le commercial. À lui seul, le Parc olympique de Montréal a nécessité quelques 400 000 mètres cubes de béton, soit l'équivalent d'un trottoir d'1 mètre de largeur par 15 cm d'épaisseur entre Montréal et Calgary. Le stade vieillit bien du point de vue matériaux, béton, comparativement à d'autres structures, il vieillit mieux. Du point de vue purement structural, point de vue de l'utilisation, c'est vraiment un autre domaine qui dépasse largement l'utilisation du béton, strictement parlé. C'est sûr que c'est une structure aussi qui est nettement moins sollicitée par les agressions climatiques pour ce qu'on voit pour un viaduc là, ou une chaussée. Donc, c'est sûr que le béton, étant moins sollicité, il a tendance à mieux se comporter que ce qu'on a pour d'autres types de structures. 98 de l'ouvrage qu'on voit est très bien fait, n'a pas de défaut. À certains endroits, il y a eu des malfaçons. Il y a des barres d'acier qui étaient trop proches. Depuis 1976, ça fait quasi 40 ans, les barres d'acier sont devenues découvertes, sont exposées, rouillent progressivement, puis ça fait éclater le béton. Il faudrait faire une réparation locale. Mais l'ensemble du stade est très bon, il est très résistant, il n'y a pas d'avarie, il est fonctionnel. Chose certaine, la surutilisation du béton dans nos villes ne donne pas toujours des résultats concluants en matière d'harmonie et d'intégration au paysage urbain. Alors, on n'a qu'à penser aux grandes pénétrations autoroutières à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Que ce soit en béton, ça a été un accident de parcours dans le fond. On a choisi ce matériau-là, mais l'équipement, il aurait été conçu dans d'autres matériaux qui auraient eu autant d'impact négatif. Il y a quand même quelques bons coups à souligner, comme le Château Champlain à Montréal, surnommé la râpe à fromage, qui est un bel exemple d'utilisation de béton préfabriqué qui a donné son caractère à l'édifice. Donc, on a des masses relativement importantes de bâtiments, de construction qui sont faits en béton. Et donc, c'est un matériau qui est très visible par le nombre de bâtiments, qui est très visible par l'ampleur des bâtiments. On pense par exemple à la place Bonaventure, qui est quand même un édifice de gros volume là, qui occupe un îlot complet. Donc, on ne peut pas le manquer. L'histoire du béton ne date pas d'hier. Inventé par les Romains, oublié pendant près de 1500 ans, le béton est redécouvert au 19e siècle pour connaître un essor considérable, qui en fait aujourd'hui le deuxième produit le plus consommé au monde, après l'eau. Évidemment, le béton que les Romains fabriquaient n'est pas tout à fait celui qu'on fabrique aujourd'hui, mais fondamentalement, c'est du ciment avec du sable, des agrégats de différents calibres et de l'eau.
Ce qui fait que dans ce temps-là, les ouvrages, exemple, quand on faisait un pilier de pont dans l'eau, à la longue, ça se dégradait puis le pont se détruisait. Sauf les ponts des Romains. Parce que les Romains avaient un secret. Ils avaient trouvé que si dans la chaux, le mélange de chaux, ils ajoutaient de la silice venant des volcans, ça durcissait même dans l'eau. Fait qu'eux, ils pouvaient faire des ponts qui résistaient. Ça fait qu'ils ont pu avoir des routes pour aller conquérir tout le monde à travers l'Europe, alors que les autres n'en avaient pas. Le béton en Amérique du Nord apparaît à la fin du 19e siècle. Le matériau est déjà connu au tournant du 18e au 19e, mais c'est véritablement quand on va jumeler le béton avec l'acier qu'on va être en mesure de l'utiliser de manière très efficace dans toutes sortes de constructions. Et tout ça, ça survient à la toute fin du 19e. Donc, c'est simple. Il suffit de mélanger du ciment, du sable, des granulats, de l'eau et vous obtenez du béton. Bravo! Erreur. Cette recette un peu simpliste ne correspond plus du tout à la réalité de ce matériau, qui ne cesse d'évoluer et d'accroître l'éventail de possibilités offertes aux bâtisseurs. La fabrication du béton s'est beaucoup raffinée avec le temps. De retour à l'usine de fabrication de béton Lafarge à Ville-Saint-Laurent. Présent dans 78 pays, Lafarge fabrique du béton depuis 1833. Il y a plusieurs types d'usines, disons deux primaires au niveau du béton, ceux qu'on appelle dry batch, donc on met tous les ingrédients secs dans la bétonnière, puis la bétonnière agit comme malaxeur. Ou bien c'est pré-mélangé comme celle-ci, donc ça accélère beaucoup le malaxage pour atteindre l'uniformité du mélange, puisque ça va prendre environ de 45 secondes à 3 minutes de malaxage pour atteindre l'uniformité, alors que dans un camion, on peut parler de 3 à 5 minutes. La fabrication de béton est devenue aujourd'hui une opération quasi chirurgicale. Aujourd'hui, on parle de produits innovants où on a passé souvent des 5 à 10 ans de recherche pour en venir à un béton ultra performant, alors que si on se trompe de 10 dans certains constituants, ça va changer totalement les performances, être fort désastreux pour certains projets. Pendant des décennies, la recette du béton est demeurée inchangée. Il faudra attendre les années 1970 et 1980 pour que le béton subisse une première transformation majeure de ses propriétés avec l'arrivée des BHP, des bétons haute performance. La grande qualité du béton, c'est d'être très résistant à la compression. La résistance à la compression du béton, c'est-à-dire sa capacité à supporter un poids, se mesure en mégapascales. Un bon béton peut avoir une résistance en compression de 30 à 40 mégapascales. Dans ce temps-là, quand on faisait un béton de 40, 45 MPa, on disait que c'était un béton très, très résistant. Évidemment, aujourd'hui, avec l'ajout de produits, comme la fumée de silice, les laitiers de haut fourneau, etc., on arrive à produire des bétons dont la résistance passe à 80, 100, 120 MPa. Ce qui fait qu'on peut, exemple, dans les édifices élevés, faire des colonnes de béton à dimension plus petite. Évidemment, il y a un prix à payer pour le surplus de résistance. On n'achètera pas un béton de cette résistance-là pour faire des trottoirs. C'est bien trop cher pour l'usage, parce qu'on peut faire un trottoir avec un bon béton de 30 MPa. Depuis, ces limites ont été pulvérisées. On atteint maintenant des 800 mégapascales en compression. Et l'arrivée des bétons ultra haute performance a donné carrément naissance à un nouveau béton désarmé. Ça peut être un béton où on va remplacer l'acier d'armature, puis on va seulement couler un béton sans renfort. Pourquoi? Parce qu'on atteint des résistances jamais pensées. Le béton est entré dans une nouvelle ère de haute technologie. Aujourd'hui, le béton est fabriqué sur mesure et existe sous plus de 500 formules différentes. Le béton est étudié jusque dans ses moindres composants. On veut le comprendre pour mieux le réinventer. En 2008,
Un groupe de jeunes étudiants de l'École de technologie supérieure de Montréal remportait une bien drôle de compétition. Une course de canot en béton. Cette année, ce canot-là, il a très bien performé. Au niveau de la régionale américaine, notre qualification, dans le fond, dans toutes les courses, on a fini premier. Le premier défi pour les étudiants de l'École de technologie supérieure fut de développer un béton qui pouvait flotter. Pour y arriver, on a donc modifié quelque peu la recette. Nous, la différence avec une gâchée de béton ordinaire, c'est qu'on va changer nos agrégats pour des agrégats plus légers. On va remplacer le sable puis la roche pour d'autres agrégats. Les agrégats légers qu'on utilise, il y en a 3. On utilise de la baie de verre recyclée, de la baie de céramique recyclée aussi, puis un autre matériau qui c'est les micro-baies de verre. Ceux-là sont pas recyclés. Ces matériaux-là, qu'est-ce qu'ils ont comme principale caractéristique, c'est qu'ils flottent. Ils ont une densité inférieure à celle de l'eau, ça fait en sorte que ça allège notre mélange. Puis il y a aussi le fait qu'on utilise du latex dans notre mélange, puis du latex s'entraîne beaucoup d'air dans un mélange de béton. Ça fait en sorte qu'un mélange de béton, il flotte. Le béton est devenu un produit étudié scientifiquement et il présente des potentiels de progrès considérables. Et dans le domaine, le Québec fait figure de proue. C'est sûr que quand on développe des nouveaux matériaux, il faut toujours avoir dans l'esprit le côté économique. Donc, on peut développer des matériaux très complexes, très flyés, très résistants. D'ailleurs, la résistance la plus élevée au monde, on l'a testé ici au laboratoire il y a plus que 10 ans, 818 mégapascales. Kamal Kayat est reconnu internationalement pour ses travaux visant à l'amélioration des performances du béton. En 2009, on a construit un nouveau laboratoire à l'Université de Sherbrooke. Alors qu'on le construisait, M. Kayat, qui en est le directeur, a profité de l'occasion pour tester certaines de ses théories. Pendant la construction, nous avons décidé d'utiliser plusieurs de nos innovations technologiques de matériaux, de structures, dans la construction pour avoir une vitrine technologique. Donc, nous avons 23 recettes de béton qu'on a utilisées dans la construction de laboratoire. D'habitude, dans une structure comme ça d'environ 4000 m² sur 2 étages, nous avons 4-5 recettes. Nous avons 23 recettes de béton. Nous avons plus que 5 différents types d'armatures. Pour nous, la structure était un outil de recherche parce qu'on a reçu 6 millions de dollars pour la construction et puis on a dit que ça, pour nous, c'est un outil de recherche, ce n'est pas juste un abri. Donc, nous avons plusieurs éléments qui étaient instrumentés avec à peu près 100 km de fil d'instrumentation. Et puis, on reçoit des données d'une façon journalière. On a les analyses une fois par mois pour suivre le comportement de nos éléments de structure. Ces colonnes de béton sont parfaites, compactées. Leur surface est lisse. Elles sont faites d'un nouveau type de béton fluide, le béton autoplaçant. C'est un béton haute performance conçu pour durer 100 ans. Kamal Kayat est une sommité mondiale en la matière. C'est une nouvelle génération de béton de haute performance qui a une facilité d'écoulement qu'on ne voit pas dans un béton conventionnel. Sous l'effet de son poids, le béton autoplaçant emplit totalement le coffrage dans lequel on le coule. Il ne nécessite ni vibration ni compactage. Ce béton remplit de lui-même les moindres interstices en suivant le principe des vases communicants. Aussi, il est plus maniable que les matériaux classiques. En fait, le béton autoplaçant a beaucoup d'avantages technologiques. Nous avons besoin moins de main-d'œuvre dans les chantiers pour la mise en place du béton, la consolidation et la finition. La cadence de travail va être accélérée. On va avoir moins de nuisances sonores sur les chantiers de construction, ce qui nous permettrait, dans certains cas, même de travailler les nuits, travailler les fins de semaine parce qu'il n'y a pas de nuisances sonores. Dans les usines de préfabrication, on peut entendre le radio au lieu d'avoir juste toujours la vibration. Il y a plusieurs maladies qui sont aussi associées avec la vibration et puis le bruit sur les chantiers de construction. Donc, nous avons beaucoup d'avantages technologiques.
mais à la fois, on a une meilleure qualité esthétique et on peut faire des bétons même plus durables qu'un béton conventionnel parce que la vibration en telle quelle diminue la performance d'une structure. Le fameux Burj Dubaï des Émirats arabes unis, la plus haute tour du monde, était un endroit parfait pour tester le nouveau béton Made in Québec. Plus fluide qu'un béton classique, le béton autoplaçant devient donc un matériau de choix, notamment lorsqu'il faut construire en hauteur. Donc à Burj Dubaï, ils ont utilisé des technologies développées ici au département génie civil de l'Université Sherbrooke pour la construction des pieux caissants. Il y avait à peu près 195 pieux caissants qui sont des pieux qui atteignent 50 mètres de profondeur. Et lorsqu'on a débuté la construction de la tour en 2006, on a de nouveau fait appel aux experts de Sherbrooke, cette fois pour solutionner un problème majeur. Comment pomper le béton jusqu'au dernier étage d'une tour de près d'1 kilomètre de hauteur? Du jamais vu. Parce qu'à l'époque, le record mondial était de 450 mètres, et ça c'est le tour Patronas, au Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc à l'époque, il avait prévu de pomper le béton à 450 mètres, avoir une station de malaxage, redoser le béton et repomper. Mais cette option, qui prendrait beaucoup trop de temps, est écartée. Donc nous nous sommes mis dans ce laboratoire avec des équipements, comme vous voyez ici en arrière de moi, ce sont des rhéomètres, à optimiser le comportement rhéologique du béton avec les matériaux provenant de Dubaï, pour être capable de développer des formules de béton qui sont facilement pompables. Et finalement, le record mondial de pompabilité était atteint en 2008 avec 611 mètres, qui était l'étage le plus élevé avec le béton. L'année passée à l'inauguration, mais là j'ai participé aussi à ça. C'était super, très émouvant pour quelqu'un, pour un ingénieur civil de voir le fruit de sa recherche impliqué dans une structure comme ça. L'équipe de l'Université de Sherbrooke souhaite maintenant développer un béton autoplaçant qui pourrait être pompé jusqu'à 1,5 km de hauteur, ou 5 km à l'horizontale. Ce béton pourrait servir à la construction de tunnels, par exemple. Au niveau de la pompabilité, nous avons déjà assisté à des projets de pompabilité horizontale de 4 km dans avec la compagnie SNC Lavalin de Montréal dans des constructions de tunnels en Algérie. Donc on sait on peut en horizontal pomper, mais en vertical, il y a tout le poids du béton qui s'ajoute. Et ça, c'est un peu plus difficile, surtout quand on est dans des résistances très élevées. Actuellement, la durée de vie des structures en béton est limitée principalement en raison de l'acier d'armature, qui subit l'effet des températures extrêmes, des salles de déglaçage utilisées en hiver et du nombre de véhicules toujours croissant. Il faut donc faire des réparations fréquentes et coûteuses. La prochaine cible des chercheurs québécois prend forme. Trouver un remède au cancer du béton. La plupart des architectes s'accordent à dire que le béton offre aujourd'hui beaucoup de liberté dans la conception et la construction des bâtiments. Mais le béton armé de tiges d'acier qu'on croyait indestructible doit faire face à son pire ennemi. Un ennemi qui le ronge de l'intérieur, la rouille. C'est le cancer du béton. Écoutez, la résistance à la corrosion, quand même, c'est très important. Je ne veux vraiment pas revenir sur, malheureusement, la tragédie de l'effondrement du viaduc de la Concorde. Vous savez, même actuellement, il y a de nombreux Québécois, quand ils passent en dessous de ces viaducs, ils sentent quand même un grand malaise d'insécurité. Et ce malaise étant provoqué parce que quand on passe en dessous de ces structures, vous le voyez, elles sont toutes fissurées puis elles sont toutes corrodées. Donc la corrosion en tant que telle est un problème majeur dans les structures en béton armé. Au Québec,
le ministère des Transports consacre plus de la moitié de son budget à l'entretien des structures en béton dont la détérioration est causée par la corrosion des armatures d'acier. Depuis 40 ans, tout a été tenté pour stopper les effets désastreux de la rouille. Donc, il y a eu, par exemple, surtout sur la base d'armatures métalliques. Donc, soit on vient les recouvrir à l'aide d'une époxy, soit on met, par exemple, une couche de zinc, ce qu'on appelle l'acier galvanisé, ou soit on vient directement avec de l'acier, par exemple, inoxydable, ce qu'on appelle stainless steel, d'accord? Mais il n'en demeure que ces technologies ont été essayées sur le terrain et puis, malheureusement, ils n'ont pas conduit à des résultats escomptés. Ça demeure que ça continue à se corroder, même quand on utilise de l'acier galvanisé ou de l'acier inoxydable, etc., à cause surtout de la présence de sel. Ces tiges sont faites de polymères renforcés de fibres, les fameux PRF. Elles viennent remplacer dans une forme de béton l'acier. Une recette qui pourrait quadrupler la durée de vie des structures en béton. Donc, certes, ces matériaux composites offrent l'avantage d'être non assujettis à cette corrosion. Mais ils présentent aussi d'autres avantages, comme par exemple, ils ont un poids très réduit, donc ils sont très légers, faciles d'installation, faciles également de transport. Ils ont aussi une résistance, par exemple à la traction, 2 à 4 fois plus élevée que la résistance de l'acier. En 2006, 18 dalles de béton renforcées de polymère ont été installées sur la chaussée de l'autoroute 40 à Montréal. Une première mondiale qui donne d'excellents résultats. Dans une autoroute, c'est vraiment pas tellement les frais d'entretien que je dirais qui sont importantes, mais surtout de fermer l'autoroute et détourner le trafic. C'est ça vraiment qui engendre le plus de problèmes et que le ministère des Transports veut éviter ou du moins améliorer. Alors, on pense qu'avec ces technologies-là, on n'aurait pas à fermer les autoroutes pour faire les réparations parce que, selon les résultats qu'on a au laboratoire, on est convaincu de la bonne performance de ces matériaux à très, très long terme. Un autre test pour les bétons renforcés de polymère, les PRF, s'effectue ici, sur la structure du pont Joffre à Sherbrooke. Les armatures en PRF du pont sont surveillées en permanence dans des conditions de circulation et d'environnement réels. Le pont Joffre, pour moi, c'était l'aboutissement d'un rêve que j'ai eu vers la fin des années 80, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Effectivement, je rêvais quand est-ce que j'allais utiliser cette technologie vraiment dans des applications réelles, notamment dans des ponts, etc. Inauguré en 1997, le pont Joffre combine 2 technologies. Grâce à des capteurs intégrés à sa structure, la résistance de l'ouvrage, qui est conçu à l'aide de matériaux composites, peut être évaluée en temps continu. Donc, le pont Joffre a été, moi je dirais, très fortement instrumenté, parce que vraiment on voulait savoir comment ce matériau se comporte, parce que c'est avec ces données-là qu'on peut motiver les ingénieurs et les maîtres d'ouvrage à utiliser ces technologies. Jusqu'à présent, le pont se comporte très, très, très bien, comme il a été conçu. Vraiment, l'armature, elle est demeurée quasiment comme on l'a mis au début, après plus de 10 ans. Donc, qui démontre que le comportement est très, très bien. Ce qui est certain, c'est que le béton de demain pourra compter sur un allié incontournable. Bienvenue dans l'ère des bétons renforcés de fibres. C'est dans ce contexte que les chercheurs du laboratoire travaillent aussi à mettre au point la nouvelle génération de béton. Et ces bétons de demain devront rencontrer 3 critères. Être à la fois écologique, durable et sécuritaire. Au laboratoire de l'Université de Sherbrooke, on concocte le béton de l'avenir. Et ce béton sera vert, inévitablement. On cherche à faire un béton vert, puis on cherche à faire un béton de plus en plus vert. En utilisant différentes techniques, que ce soit en minimisant l'utilisation du ciment dans la fabrication du béton, que ce soit en utilisant des matériaux recyclés qui vont venir remplacer le ciment dans la production du béton, en utilisant des techniques de production qui vont nous permettre de recycler l'eau qui rentre dans la fabrication du béton. Tous les aspects sont étudiés à l'heure actuelle.
faut savoir que le béton est souvent montré du doigt pour la quantité importante de CO2 émise lors de la fabrication d'un de ses principaux composants, le ciment. On estime qu'à l'échelle mondiale, 5 % des émissions de CO2 sont associées à la fabrication de ciment. On a une formidable opportunité avec le béton de recycler et de valoriser beaucoup de matériaux qui viennent améliorer les propriétés du béton et qui, s'ils n'étaient pas utilisés dans le béton, on devrait en disposer dans notre environnement, qui aurait un impact négatif là, sur notre environnement de tous les jours. On essaye donc de développer des matériaux de remplacement made in Québec. Et le salut viendra peut-être d'un simple verre de vin. Ces colonnes de béton, on le sait, sont faites de béton autoplaçant, mais elles contiennent aussi un produit très présent au Québec, le verre. Car pour produire du béton moins polluant, il faut remplacer certains de ses ingrédients. Le verre, en fait, c'est tout simplement parce que on a une situation assez spécifique au Québec où on a beaucoup de verre à cause de toutes les bouteilles qu'on récupère. Puis sachant que le verre est un silicate amorphe qui ressemble à pas mal aux autres ajouts cimentaires qu'on a autour de nous. Donc, nous avons fait beaucoup d'études. Nous avons une chaire qui a été financée par la Société des alcools. Et puis, on a travaillé sur la valorisation, justement, de ce verre dans le béton. On risque donc fort bien de retrouver du verre dans le béton de l'avenir Made in Québec. Dans le béton de ciment, on retrouve de la poudre de verre, comme par exemple dans les colonnes que vous avez derrière moi. Nous avons 20 à 30 % de poudre de verre en remplacement du ciment. Mais le béton de demain, aussi vert soit-il, devra être avant tout résistant et sécuritaire. On teste donc ici les nouveaux bétons afin qu'ils puissent sortir relativement intacts des pires situations. Le béton a cette particularité d'être un matériau qui est fragile. Fragile, ça veut dire, c'est un peu comme le verre, ça se casse si on soumet le béton à un choc. On ajoute des armatures, des barres métalliques pour reprendre la traction, parce que le béton ne peut pas reprendre de traction, ou très peu. Donc la combinaison de ces deux nous donne le béton armé. Mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui est fragile si on ne dimensionne pas correctement. Donc il y a une façon de faire, il y a une façon de placer les armatures, il y a une façon de calculer qui fait en sorte qu'un bâtiment en béton armé va résister plus ou moins bien à un tremblement de terre. Voici à quoi pourrait ressembler un pilier de béton parfait, construit à partir des innovations technologiques de chacun des chercheurs québécois. On y retrouve, entre autres, de la poudre de verre, des tiges de polymère et, bien évidemment, du béton autoplaçant. Une vision du futur. Grâce à des avancées technologiques, des recherches incessantes et une maîtrise encore plus complète du produit, le béton demeurera encore pour longtemps dans notre environnement. C'est pas un matériau qui va disparaître, effectivement. Est-ce qu'on va l'aimer davantage? Faudra voir comment on va l'utiliser. C'est clair que depuis 20-25 ans, le béton est beaucoup plus discret dans nos environnements qu'il ne l'a été dans les années 60-70. Ce qu'il va falloir voir aussi, ça va être intéressant, c'est est-ce qu'on va se mettre à apprécier les œuvres des années 60-70? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que le temps passant, on va porter un autre regard sur plusieurs de ces équipements-là. Maintenant, c'est un matériau qui offre encore des possibilités d'innovation technologique qui sont exceptionnelles. On va certainement avoir des bétons qui sont de plus en plus résistants, qui vont même mener à la disparition éventuellement du béton armé tel qu'on le connaît. Puis on va de plus en plus voir des structures qui vont être uniquement construites en béton et pour lesquelles les sections vont être de plus en plus réduites. Donc, vous imaginez comme ça un béton durable, un béton vert
Et puis en plus, également aussi renforcé avec de l'armature durable, qui est de l'armature en matériaux composites. Donc vous voyez, on peut aller quand même vers des matériaux qui, actuellement, donnent au moins une durée de vie de plus de 100 ans. Donc, et puis je suis convaincu qu'avec la recherche, on va encore améliorer davantage la performance de ces matériaux et puis éventuellement aller vers des structures beaucoup plus résistantes. Vous savez, à l'époque, les Romains faisaient des structures qui résistaient quand même à plusieurs siècles. Meilleure connaissance de sa structure, performance accrue, tout indique que le béton fait un retour en force dans la construction. Et si nos prochaines structures en béton doivent durer un siècle, il faut aussi espérer qu'elles sauront vieillir non seulement en solidité, mais en beauté.